En restauration, on le sait, des gens allergiques, il y en a tout le temps, et de plus en plus. Une personne allergique, c'est une personne difficile. On m'a déjà dit souvent qu'ils restent chez eux si finalement ils sont capables de rien manger. Souvent, les gens nous disent qu'ils vont limiter leur sortie au restaurant, choisir juste quelques restaurants où ils sont certains que tout va bien aller, et il y en a même qui vont carrément éviter de manger au restaurant. Au Canada, il a été estimé qu'environ 9,3% de la population était atteinte par des allergies alimentaires et que 1% de la population était atteinte par la maladie cœliaque. Il a été aussi estimé qu'environ une personne sur deux au Canada connaît une personne qui possède une allergie alimentaire grave. Il est totalement impossible de prévoir la quantité d'allergènes qu'on a ingérés d'une part et donc quelle va être la gravité de la réaction allergique auquel on va faire face. Une allergie alimentaire est une réaction inappropriée, anormale, exagérée du système immunitaire qui réagit contre des aliments. Le facteur alimentaire, c'est essentiellement les protéines. Donc, quand on rentre en contact avec ces protéines d'aliments, le corps va se défendre par la mise en branle de toute une panoplie d'anticorps, de molécules inflammatoires pour éliminer cet allergène. La réaction peut être parfois fatale parce que les symptômes vont être envahissants dans différents systèmes du corps humain et elle pourrait être fatale s'il n'y a pas une intervention médicale immédiate. Au Canada, il y a 9 allergènes à déclaration obligatoire sur les emballages. Il y a également 2 autres substances à déclaration obligatoire, qui sont les sulfites et le gluten. Donc le gluten qui provient du seigle, de l'avoine, du blé, de l'orge et du triticale. L'intolérance alimentaire survient quand le corps n'est pas capable de métaboliser ou de digérer correctement un aliment ou une composante de l'aliment. Souvent, l'intolérance alimentaire va générer des symptômes de type digestif, mais contrairement à l'allergie ou à la maladie cœliaque, l'intolérance alimentaire n'implique pas une réaction du système immunitaire et à long terme, de manière générale, elle n'engendre pas de complications sérieuses pour la santé. La maladie cœliaque, c'est une maladie qui est chronique, donc pour la vie, et une maladie auto-immune, c'est-à-dire qui implique un dérèglement du système immunitaire. C'est une maladie qui va toucher l'intestin grêle et qui est déclenchée par la consommation de gluten. On ne connaît pas exactement les causes à cette maladie-là, mais on estime que ça toucherait environ 1% de la population. On l'appelle souvent une maladie caméléon parce qu'elle compte plus de 200 signes et symptômes connus et lorsqu'elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des complications sévères pour la santé. Actuellement, le seul traitement reconnu pour la maladie cœliaque consiste à retirer le gluten de l'alimentation de façon stricte et pour la vie. Donc, la grande difficulté pour les cœliaques, c'est de faire comprendre aux restaurateurs que pour elles, manger sans gluten, c'est pas une préférence alimentaire, mais bien un traitement pour une maladie chronique. J'ai eu un diagnostic il y a quelques années de la maladie cœliaque. Je me suis rendu compte qu'au niveau local ou international, pour les restaurants, l'offre est très faible. Donc, j'ai décidé de convertir le restaurant en restaurant sans gluten, 100%. On a fait beaucoup de recherches pour trouver des substituts, pour trouver des pâtes de qualité, pour trouver les produits qui remplaçaient les autres. Maintenant, on choisit une recette. On a une recette en tête et puis tout simplement, on utilise les produits qu'on a maintenant sur place pour créer des recettes comme si c'était un restaurant avec gluten, en fait. En général, ce qu'on nous dit, c'est « Merci, monsieur. Enfin, on a un menu. On choisit ce qu'on veut et non ce qu'on peut manger. » Par contre, les gens qui ne sont pas cœliaques, souvent, s'en rendent pas compte ou nous posent la question « C'est vraiment sans gluten, la pâte? Êtes-vous sûr? » Donc, pour nous, ça veut dire qu'on a réussi ce qu'on veut faire. Les personnes atteintes de maladie cœliaque et les personnes allergiques au blé doivent se tourner vers des alternatives sans gluten ou sans blé. C'est bien démontré dans la littérature que ces personnes consomment moins de produits céréaliers. On a donc un double problème. À la fois, ils consomment moins de produits céréaliers et en plus, les produits qui leur sont offerts sont de qualité nutritive moindre. Ce qui est intéressant dans les produits céréaliers, c'est leur teneur en fibres et leur teneur en vitamines du groupe B.
Alors, c'est ce qui distingue les produits céréaliers des autres aliments. Malheureusement, les produits céréaliers sans gluten offerts à l'épicerie sont généralement plus riches en sucre, en sel et en gras et plus faibles en fibres et en protéines que leur équivalent avec gluten. La teneur en fibres va varier considérablement si le produit est raffiné versus si le produit est à grains entiers. Ça peut passer du simple au double pour la farine de riz blanc versus la farine de riz brun, mais ça peut être 10 à 15 fois plus élevé si on compare la farine de riz blanc versus la farine de blé intégrale. L'enjeu numéro 1 lors de l'élaboration de produits sans gluten, c'est de s'assurer d'avoir une source de fibres, et tant mieux si on a des vitamines et des minéraux. Comment on fait ça? On intègre des grains entiers, des farines de grains entiers et pourquoi pas des fruits, des légumes, des noix, des graines qui sont des aliments riches en fibres. En ce qui concerne les valeurs nutritives des mets sans allergènes, il y a de la place à l'amélioration et il y a de la place à de la création et de la variété. Tout ça en boostant un peu plus les filles, parce qu'on sait que les gens, notamment ceux qui sont sans gluten, ont un manque d'apport en fibres. Donc, aller chercher des grains spéciaux à grains entiers, des farines contrôlées en gluten à grains entiers qui permettent comme ça d'enrichir l'assiette. La compagnie a été créée en constatant qu'il n'y avait pas de produits de bonne qualité sur le marché, à la fois nutritionnels et gustatifs. Donc, tout a été formulé pour que nos produits soient vraiment très riche en fibres, riche en oligo-éléments. Donc tout est vraiment pensé dans le but d'offrir une expérience gustative et nutritionnelle de premier plan pour nos clients. Cuisine Angélique a été créée en 2009 par Caroline Roy et Guy Lotande, son conjoint, pour faire face à une problématique familiale. Leur fils souffrait de troubles comportementaux qui ont été associés directement à la maladie de cœliaque. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de produits de bonne qualité sur le marché, donc ils ont décidé de formuler leurs propres produits. C'est devenu un grand succès. Des produits biologiques, sans gluten, sans produits laitiers, avec de belles textures, qui n'ont rien à envier aux produits conventionnels. Le potentiel de développement de Cuisine L'Angélique est assez naturel. La compagnie est plutôt bien distribuée au Québec. Il nous manque encore quelques bannières, mais surtout, c'est une expansion géographique au-delà du Québec. Nous venons de démarrer la distribution en Ontario. Et puis l'objectif suivant, ça serait les États-Unis. Et puis le grand rêve de Caroline, la fondatrice, ça serait un jour de voir ses produits en Europe. On sait que dans une famille cœliaque, quand il y a un membre de la famille qui est diagnostiqué, toute la famille doit passer sur le régime pour simplifier les problématiques de contamination croisée dans la cuisine. Le principal enjeu pour faire face à la maladie cœliaque et les autres allergies, c'est l'environnement de travail, c'est les équipements de travail, donc la contamination croisée. On travaille dans les mêmes environnements pour transformer ces aliments-là. Avoir des actions essentielles comme de base, de se laver les mains. Tu touches un allergène et tu vas servir à une personne qui est allergique avec cet aliment, tout de suite se laver les mains. Avoir un espace sécurisé pour travailler, monter une assiette sans allergène aussi, être sûr qu'il n'y a pas eu de croisement avec les allergènes. Travailler sur la décontamination par les allergènes, donc un nettoyage efficace tout au long de la chaîne. Avoir des séquences d'opérations pour éviter le croisement des allergènes dans la cuisine. Donc il y a beaucoup d'approches, beaucoup de méthodes à mettre en place qui permet d'éviter le contact avec l'allergène et de ressortir avec un plat parfait. Donc, chez Glutenberg, pour éviter qu'il y ait la contamination dans nos produits puis s'assurer que notre client soit à l'aise de consommer nos produits, on utilise des principes très simples mais reconnus. Donc, tous nos ingrédients qu'on va utiliser dans la fabrication de la bière sont certifiés sans gluten. Donc, la grosse base, on s'assure qu'il n'y a aucun gluten qui rentre, donc il n'y aura aucun gluten qui sort. Puis en plus, on va faire des échantillonnages à l'interne et à l'externe au niveau du gluten pour vérifier qu'on est toujours là, impeccable. Glutenberg, l'année passée, c'est 3 millions de litres de bière. C'est 115 employés, toujours en croissance. Le fait de pouvoir faire la bière sans gluten, ça nous laisse une carte qui nous permet de nous démarquer par rapport à d'autres brasseries. Donc, on a accès évidemment au réseau américain, donc le marché américain qui est très, très grand. Notre objectif, c'est vraiment de prendre des ingrédients sans gluten et de faire la meilleure bière possible avec ces ingrédients-là. Donc, ça nous permet d'aller chercher des ingrédients comme le marron, entre autres. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est maintenant qu'on a un ingrédient qui est super pour faire la bière, qu'est-ce qu'on fait avec?
on a décidé de faire la rousse il y a quelques années. Ça a porté fruit. L'année passée, ça a été élu meilleure bière au Canada à travers toutes les bières sans gluten et avec gluten. Donc, on est très fiers. Pour sélectionner des solutions alternatives à la farine de blé et au gluten, on s'est intéressé à 5 critères principaux. Le premier est la qualité nutritionnelle, le second est la qualité sensorielle, le troisième critère est l'accessibilité, ensuite la conservation et ensuite, pour finir, l'origine. Dans le mandat qui nous a été confié, l'objectif était de recommander en fait des solutions alternatives à la farine de blé et aux produits sans gluten pour trouver des solutions dans différentes applications comme le pâté au poulet qui comporte une pâte à tarte, une sauce et donc différents éléments dans lesquels classiquement on utilise la farine de blé. Aujourd'hui, on va faire une recette qui sort un petit peu de l'ordinaire. On va faire un pâté au poulet, mais sans gluten. Pour commencer, je vais faire un ingrédient qui est important dans la recette. Ça va être, on va faire un gel de lin. Un gel de lin fait à partir de graines de lin dorées qu'on a ici au Québec. Je vais prendre les graines de lin, je mets de l'eau. Généralement, je fais un ratio d'environ une portion de graines de lin, 5 portions d'eau et je vais laisser cuire environ une dizaine de minutes. Dans la recette réalisée de la pâte à tarte, le rôle du gluten est secondaire. Et dans ce cas-là, on a pu avoir accès à davantage d'ingrédients et on a été chercher une combinaison de plusieurs farines et fécules, des farines de grains entiers et plus riches en protéines pour l'aspect nutritif et les fécules pour apporter une texture plus légère et plus croustillante. L'importance de la graine de lin, du gel de graine de lin dans la recette, c'est que là, ça va venir reproduire un petit peu l'effet du gluten dans la farine. Et là, on va pouvoir travailler sur le réseau globulaire de la pâte. Et là, on va pouvoir utiliser une farine sans gluten. Quand la graine de lin est cuite, on parle environ une quinzaine de minutes, on va récupérer le gel. Donc, je vais prendre de ma casserole, je vais prendre le lin, le liquide, et je vais simplement récupérer comme ça. Et ça se prépare d'avance. Donc, je peux le préparer la veille, laisser au réfrigérateur, aucun souci. Pour la réalisation de sauces, la recherche d'ingrédients alternatifs a consisté à trouver des ingrédients avec un rôle d'épaississant, mais aussi à même d'apporter une couleur ou un goût relativement neutre, dépendamment du type de sauce que l'on souhaite réaliser. Je vais préparer mon velouté qui va aller à l'intérieur de mon pâté au poulet. Donc, je vais faire un roux qui est fait à partir de beurre moussant, et je vais intégrer un peu de farine sans gluten. C'est une farine qui est faite à partir de farine de soya, farine de riz, fécule de pomme de terre et fécule de maïs. Pour la pâte à tarte, les enjeux rencontrés dans le choix d'ingrédients alternatifs étaient vraiment d'assurer une cohésion de la pâte pour permettre une manipulation facile et qu'elle ne se déchire pas lors de la préparation, et également de participer à la texture croustillante après cuisson. Et le choix de la farine nous permet vraiment de maximiser la qualité nutritionnelle en choisissant des farines à grains entiers et ou riches en protéines. Pour faire la pâte brisée, qu'on appelle aussi la pâte à tarte, on va avoir besoin de farine sans gluten, de beurre, de gel de lin et un petit peu d'eau, ainsi que du sel. Ce que je vais commencer à faire, c'est de prendre les farines, de les mettre dans un bol, une pincée de sel. Je vais venir mettre le beurre que j'ai déjà coupé en cubes pour être capable de faire le sablage. Le sablage, c'est de répartir le beurre à l'intérieur de la farine. Donc, je vais pétrir, mélanger pour que le beurre se retrouve en petits cubes à l'intérieur de la farine. Le sablage est terminé. Comme vous voyez, il reste des petits morceaux de beurre à l'intérieur. N'hésitez pas à en laisser à l'intérieur, donc pas le sabler trop fin, parce que c'est ce qui va aider à faire du feuilletage dans votre pâte un petit peu plus tard. Une fois que la pâte elle est sablée, je vais venir mettre le gel de lin. Je vais venir mélanger délicatement au départ. Et quand ça commence à prendre, je vais venir peu à peu rajouter un petit peu d'eau froide jusqu'à temps que mon mélange soit bien homogène. On a réfrigéré la pâte durant environ 2 heures pour que toute la matière puisse bien s'intégrer en même temps. Donc, une fois que c'est fait, on le met au réfrigérateur. On va commencer à étaler la pâte. On peut utiliser un peu de papier parchemin ou tout simplement un tapis silicone qu'on trouve dans le commerce.
Quand la confection de votre pâté au poulet est terminée, n'oubliez pas, extrêmement important de le mettre au réfrigérateur à environ une trentaine de minutes. Pour ce qui est de la cuisson, calculez environ 40 minutes à 375 degrés Fahrenheit. Assurez-vous que la cuisson du dessus est correcte, mais surtout la cuisson aussi sur les côtés soit convenable. Alors pour développer des recettes sans gluten, on s'est intéressé vraiment donc au choix d'ingrédients alternatifs et ça dépend vraiment du type de recette qu'on veut réaliser. Pour la pâte à crumble, là on a vraiment un rôle plutôt de remplissage de la farine de blé et de texture. Le plus grand défi pour réaliser mon dessert sans gluten, c'était surtout de comprendre comment fonctionnait le gluten à l'intérieur de la pâte sucrée. Donc nous sommes rendus à l'étape de préparer la pâte de lin. Pâte de lin, c'est quoi? C'est des lin dorés qu'on va mélanger avec de l'eau. Temps pour temps, donc autant d'eau que de lin doré, qu'on va laisser macérer 2 à 3 heures de temps. Ce laps de temps passé, nous allons le broyer ou rebocoupe afin d'obtenir une pâte comme ceci. Donc la pâte de lin va agir comme texturant, comme gluten en remplacement dans notre pâte sans gluten. Donc là, on a pu rajouter des noix entières ou des graines pour à la fois répondre à notre critère de valeur nutritionnelle et à la fois répondre à notre enjeu de qualité sensorielle en apportant du croquant et du goût aussi à la pâte. Il va me rester à aromatiser légèrement mes farines, soit avec du citron, des oranges, des zestes d'orange aussi, des arômes comme de la vanille, du café. Parce qu'à l'intérieur, nous avons des farines assez toniques au niveau goût, comme la farine de quinoa, de pois chiches. Donc ça va permettre d'atténuer au niveau gustatif ces saveurs-là de légumineuses. Ma pâte, je l'ai posée entre 2 feuilles de papier guitare qui va me permettre de la baisser plus facilement sans ajouter de la farine à l'intérieur de cette pâte. Donc je pose ma deuxième feuille sur ma pâte et à l'aide de mon rouleau, je viens abaisser. Donc on peut voir à travers, on revoit l'ensemble de notre graine de lin qu'on avait hachée. Donc on a toutes les peaux, la vanille qu'on a mise à l'intérieur. Voilà, ma pâte est abaissée à 2-3 mm. Je vais pouvoir la détailler maintenant. Les enjeux technofonctionnels rencontrés pour substituer la farine de blé ou des ingrédients contenant du gluten consistent vraiment en fait à remplacer les propriétés de la farine de blé qui sont relativement uniques comme on l'a vu. Et donc pour cela, on doit faire appel à plusieurs ingrédients combinés puisqu'aucun ingrédient seul n'arrive à mimer toutes les propriétés. Donc nous sommes rendus à réaliser notre crumble pour la finalité de notre tarte. Donc nous allons mélanger l'ensemble de nos farines, farine de riz, farine de pois chiches, farine de quinoa, de notre poudre d'amande. Nous allons ajouter un petit peu de graines de chanvre pour apporter un peu de craquant croustillant. Et c'est aussi un apport nutritif. De l'argousier en poudre qui va permettre d'apporter un peu de coloration et un côté gustatif. Je vais finaliser avec ma cassonade et mon beurre froid coupé en petits morceaux. Donc cette recette est assez simple. Il va suffire juste de sabler l'ensemble de tous les ingrédients. Donc on va obtenir à nouveau un gros sable un peu épais cette fois-ci. Donc notre crumble vient d'être cuit. Nous l'avons cuit dans un four ventilé à 350 Fahrenheit ou 175 degrés Celsius. Nous l'avons laissé entre 10 à 15 minutes jusqu'à une coloration uniforme de l'ensemble de notre crumble. Le plus important pour s'adapter et trouver des solutions, c'est se former. Ça, c'est la base. Partir dans la formation et avoir des connaissances de base en allergie alimentaire, faire la différence avec les intolérances alimentaires. Deuxième solution, ce serait de bien se planifier. Prévoir déjà un menu avec des choix sans allergènes ou hypoallergènes qui conviendraient à plusieurs cas. Avoir des méthodes éprouvées pour éviter la contamination croisée. Accueillir adéquatement son client, cerner le besoin de ce client pour pouvoir bien diriger ses choix, orienter ses choix, pour faciliter le travail en cuisine. Il faut que les gens disent la vérité, autant les gens qui souffrent d'allergie informent adéquatement de leur situation, puis que les gens finalement qui sont davantage intolérants ou voire même qui n'aiment pas un aliment, finalement ne viennent pas faussement dire qu'ils sont allergiques. Il y a plusieurs solutions qui pourraient être envisagées pour aider les restaurateurs à s'adapter à la clientèle cœliaque. D'abord, leur offrir de la formation et des outils qui soient simples,
concret et peu dispendieux, idéalement à tous les acteurs de la restauration. Ensuite, les aider à mieux connaître les aliments de substitution. Donc oui, il y a des défis reliés à la production de mets sans gluten, mais on peut très bien remplacer les aliments sans impact sur le goût et la texture. Outre les textures, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est les saveurs qu'on peut aller chercher. En cuisine, souvent, la farine de blé goûte peu. Quand on utilise une farine de pois jaune, une farine de sarrasin, on va pouvoir améliorer la saveur de notre recette. Il faudrait aussi intégrer toutes les notions d'allergie alimentaire dans le quotidien, dans la routine, finalement, que ça devienne le plus naturel possible. Rappelons-nous qu'il y a beaucoup d'employés qui sont formés en entreprise, donc il y a une responsabilité dans l'entreprise d'assurer un transfert de connaissances. Et dans ce sens-là, ce qui va se développer, ce qui s'est développé en termes de formation en ligne va être extrêmement utile. On a vraiment eu des réactions positives quand on a sondé nos membres concernant l'accueil qu'ils recevaient dans les restaurants. Ça nous a vraiment épaté de voir que des chefs allaient jusqu'à poser des questions bien précises à nos membres, comme quels sont vos allergènes, êtes-vous à risque d'anaphylaxie, avez-vous votre traitement d'urgence avec vous. Vraiment, on a vu une amélioration dans la perception, dans les connaissances, dans l'honnêteté à avouer aussi ses limites. Et ça a été souligné par nos membres. Le plus grand défi pour moi, ça a été de faire l'inventaire des produits disponibles. Et à ma grande surprise, les farines sans gluten, il y en a beaucoup. Et elles sont exceptionnelles.